Nous entendons souvent parler de culture en société, d'appauvrissement culturel dans les nouvelles générations, ou encore de la culture d'un pays qui, pour certains, pourrait être en train d'être perdu. Ici, nous allons donc essayer de problématiser la culture. Qu'est-ce que la culture en sociologie et en sciences sociales en général? La notion de culture est un débat étroitement lié à la civilisation occidentale. Mais la civilisation occidentale est pionnière en la recherche de définitions de culture. On donne pour origine à cette culture les grottes de Lascaux, à savoir Homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait, d'après Edgar Morin. Nos instincts sont donc remplacés par la culture et cela nous permet de nous adapter aussi bien à l'environnement qu'aux autres personnes présentes sur Terre. Et malgré le patrimoine génétique commun à tous les hommes, chaque homme développe sa propre culture. Par exemple, Sparte n'a pas la même vision qu'Athènes, pourtant proche géographiquement. Aujourd'hui encore, la notion de culture est sujette à de nombreux débats car elle est très dépendante d'une nation, d'une civilisation, et vouloir définir la culture implique qu'on est forcément influencé par cette même culture. Une culture s'exprime par de nombreux symboles et cela implique forcément un système polysémique car chacun interprète un symbole comme il le souhaite. Dans cette vidéo, nous allons donc nous demander comment est problématisée la notion de culture en sociologie et ce, en commençant par regarder la notion de culture dans les sciences sociales en général, puis ensuite nous nous intéresserons aux travaux de Pierre Bourdieu sur la fréquentation des musées. Au fil du temps, des différents courants, des différentes sciences sociales, la notion de culture a eu de nombreuses définitions. Par exemple, au XVIIIe siècle en France, la notion de culture signifiait l'accès à une éducation lettrée et l'acquisition d'un certain nombre de connaissances dans le domaine de l'art, la littérature ou encore les sciences. Une idée qui s'est imposée avec la philosophie des Lumières et qui oppose un esprit cultivé aux mœurs frustres des barbares. L'anthropologie, quant à elle, a opté pour une définition beaucoup plus large qui englobe l'ensemble des mœurs et des valeurs d'une société. Dans cette définition, les coutumes alimentaires, comme par exemple les baguettes en Chine, le vin en France, ou encore la langue dominante d'une religion, participent à la culture d'une société. Notons au passage qu'Edward B. Taylor, en tant que bon évolutionniste, se propose de classer les cultures en fonction du progrès allant de civilisé à sauvage. Il faut attendre Franz Boas pour se détacher de l'évolution des cultures, et à partir de là, l'anthropologie entre dans une approche dite structuraliste de la culture. Autrement dit, la culture est vue comme un apprentissage de modèles types et ce dès l'enfance pour pouvoir s'intégrer dans une société. Chaque culture ayant son propre style qui s'exprime à travers le langage, les coutumes alimentaires, le sport ou autres pratiques culturelles. Nous pourrions nous attarder sur l'anthropologie britannique qui a opté pour une approche fonctionnaliste à travers Malinowski, ou encore Alfred Radcliffe Brown, pas Daniel, qui voit en la culture le fait que chaque élément culturel participe à un équilibre pour la société. Mais nous allons plutôt nous attarder sur le structuralisme de Claude Lévi-Strauss, une théorie soulignant que les productions culturelles, aussi divergentes soient-elles, reposent toutes sur le même mode de fonctionnement. Autrement dit, qu'elles obéissent à des règles de construction communes. Les cultures humaines sont donc toutes des variations sur le même thème, toutes égales et toutes de même valeur. Une théorie que l'on peut facilement appliquer à l'une des plus grosses productions culturelles des 10 dernières années, à savoir les films de super-héros. Les histoires de super-héros viennent des comics américains qui, si on s'y attarde, créent une véritable mythologie qui fonctionne dans son propre monde. En effet, dans le cas de la Justice League, la Ligue des Justiciers, le rapprochement avec les héros de l'Olympe est très rapide et cela est souligné par leur lieu de travail, leur lieu de réunion, qui est pour la plupart composé de grandes colonnes blanches évoquant directement l'Olympe. Un lieu de réunion, de travail où l'on retrouve une table ronde faisant directement référence à la table ronde des mythes arthuriens qui ont servi d'inspiration pour la plupart des super-héros. Mais tout ça, vous pouvez le retrouver dans le super livre Super-héros, une histoire politique de William Blanc. Les super-héros peuvent donc être vus comme une variation du mythe arthurien et des héros de l'Olympe. Autrement dit, cela colle parfaitement à la théorie structuraliste de Claude Lévi-Strauss. À partir des années 70, l'anthropologie révise totalement sa notion de culture et penche pour une vision constructiviste et interprétative de la culture à travers Clifford Geertz par l'intermédiaire des Cultural Studies. Une vision de la culture qui amène à la conclusion que la culture n'est pas un milieu dans lequel baignent inconsciemment les individus, mais un ensemble de discours ou de textes sujets à de nombreuses transformations et interprétations. Pour finir, dans les années 90, l'anthropologie prône une vision de la culture en rupture totale avec ce qui avait été fait avant. Elle considère la culture comme un produit de la sélection naturelle visant à répondre à des problématiques comme la reproduction, la défense ou encore la vie en communauté. La culture n'est pas en opposition avec la nature, mais en coévolution avec celle-ci. Si les religions, les règles de parenté ou autres se ressemblent autant d'une culture à l'autre, c'est qu'il existe un passé commun sur lequel repose l'organisation de l'esprit humain. Toutes ces approches nous ont mené à une définition de la culture admise aujourd'hui. La culture, c'est le mode de vie et mode de pensée. Dans toutes ces
ces approches de la culture, il ressort de nombreux points communs. Prenons le domaine de l'art et intéressons-nous aux travaux de Pierre Bourdieu sur la fréquentation des musées. Pierre Bourdieu raisonne par la culture des classes. Autrement dit, il établit un lien entre les pratiques culturelles et les classes sociales. Par culture, il entend aussi bien la façon de s'habiller, de manger, d'aménager sa maison, ou les relations avec les œuvres d'esprit, comme l'art, la littérature, le cinéma, ce qui rejoint les définitions données précédemment. C'est dans un État qui considère que seule la culture dite élitiste est digne d'intérêt et peut faire l'objet de réformes dans le but de la démocratiser, que Bourdieu voit l'État lui demander en 1963 une enquête sociologique sur la fréquentation des musées en France. Cette enquête donnera lieu à L'amour de l'art, un ouvrage dans lequel le sociologue met en avant sa thèse de la légitimité culturelle. Une thèse qui repose sur le fait que les pratiques culturelles ne se valent pas et que certaines sont plus légitimes que d'autres. À partir de là, il établit une homologie entre hiérarchie sociale et hiérarchie culturelle. Dans cette théorie, il existe donc un classement des pratiques culturelles, de la moins légitime à la plus légitime, et la légitimité d'une pratique dépend du regard que porte la classe bourgeoise sur celle-ci. Il n'y a donc pas de valeur intrinsèque à une pratique culturelle, par exemple le foot en Amérique latine était un sport populaire, aujourd'hui la classe bourgeoise s'y intéresse énormément, et c'est un sport qui devient de plus en plus élitiste. Ce qui d'ailleurs peut amener à de nombreuses dérives, comme le dit Romain Molina dans son livre La Mano Negra, que je vous conseille fortement si vous aimez le monde footballistique. Bourdieu refuse l'idée que la capacité à apprécier l'art est innée et il établit un lien entre l'habitus et l'appréciation de l'art. Les personnes les plus diplômées partagent une vision kantienne du beau, à savoir le beau universel, alors que les personnes les moins diplômées accordent, elles, une valeur contextuelle au beau. Par exemple, lors de divers entretiens, ils montrent la même photographie d'une main d'une vieille femme. Les classes bourgeoises ont tendance à dire que cela représente bien la classe populaire, le travail, la dévotion du travail, ça leur rappelle la domestique de Flaubert, alors que les classes plus populaires, enfin les moins diplômées, ont tendance à dire que, oh la pauvre femme, elle a dû souffrir, elle a dû beaucoup travailler. Pour le sociologue, le fait que ce soit les classes bourgeoises qui imposent la culture dite légitime est une forme de violence à l'égard de toutes les autres classes sociales. Car la plupart du temps, ces classes sociales n'ont pas les moyens d'apprécier ou ne serait-ce que d'accéder à cette culture. Les classes non dominantes vont donc utiliser des méthodes de substitution, comme par exemple la photographie à la place de la peinture ou encore l'opérette à la place de l'opéra. Néanmoins, les classes dominantes ne vivent pas ça comme un échec, mais plutôt comme un choix du goût, un choix du nécessaire. Alors aujourd'hui, la théorie de Bourdieu fait face à de nombreuses critiques qui refusent l'idée d'un classement des pratiques culturelles, mais bon, ça, comme on l'a vu plus tôt, c'est pas une nouveauté. Pour conclure, nous pouvons dire que la notion de culture est sujette à de nombreux débats depuis de nombreuses années, mais qu'il ressort néanmoins de grandes lignes communes, comme par exemple le domaine de l'art. Chaque auteur ayant tendance à relier la notion de culture à son propre courant de pensée, il est inévitable que cette notion fasse l'objet de controverses. L'exemple de Bourdieu, grand spécialiste des classes sociales, est d'autant plus parlant que ses détracteurs lui reproche de trop relier la notion de culture aux classes sociales et à son fameux habitus. Néanmoins, il paraît clair aujourd'hui que la culture est un mode de vie et un mode de pensée, comme le dit la définition, et que chaque civilisation, chaque société a sa propre culture. De plus, aujourd'hui, la notion de culture est présente dans le débat public, que ce soit pour des reproches envers les adolescents et la culture des réseaux sociaux, ou encore la fameuse cancel culture, très chère aux républicains des États-Unis, ou encore les attaques politiques envers la perte de culture d'un pays, et plus récemment, la fermeture des rayons culture lors du deuxième confinement en France. Maintenant que nous avons défini la notion de culture, il serait intéressant de voir si la mondialisation de cette culture, à travers notamment les médias de masse, ne serait pas en train de créer une culture mondiale, du moins une culture occidentale mondiale, une sorte d'habitus occidental faisant du monde un immense village. Voilà, cette vidéo sur la culture est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un immense pouce bleu, à la partager au maximum de gens et à venir débattre en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!